Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce petit déjeuner matinal qui a pour thème Gagnez-y au change. Un thème qu'on a finalement peu abordé dans les petits déjeuners, dans les événements de la DFCG. Puis tout de suite, je laisse la parole à Patrice Chattard qui nous accueille ici dans le lieu de rendez-vous de ces équipes, la place du village, qui va nous montrer un petit peu les activités de Finance Active. Voilà, bonjour à tous, bienvenue effectivement dans ce qu'on appelle chez nous la place du village, qui est dédiée à ce type d'événement. Et soulignons-le, c'est une première, je crois que pour la première fois partout en France en streaming, vous pouvez vous connecter et suivre ce petit déjeuner. Alors ce petit déjeuner qui est dédié au risque de change aujourd'hui, c'est un métier qu'on connaît bien chez Finance Active, hein, c'est notre métier phare avec la gestion de la dette. Donc Finance Active est une entreprise qui s'est créée en l'an 2000, qui fait un chiffre d'affaires un petit peu supérieur à 17 millions d'euros, 140 collaborateurs, avec de nombreux clients sur tous les secteurs et notamment sur les entreprises. Nous avons plus de 300 clients entreprises, de la grande entreprise internationale qui nous déploie un petit peu partout dans le monde à la grosse PME qui va nous utiliser sur des problématiques plus confinées au niveau de son siège. Voilà pour les chiffres. Après, donc, c'est ce que je vous disais. Donc, Finance Active, son métier, c'est la gestion de la dette, la gestion du change, la gestion des garanties. Avec une approche originale, en fait, on a deux métiers. On a un métier FinTech. Finance Active a un positionnement FinTech. On est éditeur de logiciels en mode SaaS, ce qui permet de déployer les plateformes partout dans le monde. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et puis, un métier de conseil, et c'est bien entendu ceux-là qui vont plus prendre la parole chez Finance Active aujourd'hui, puisque là, on va parler de métier. Et ce métier de conseil, donc, ce sont des consultants qui accompagnent nos clients au quotidien dans la gestion de ces risques et donc notamment la gestion du risque de change. Donc ce matin vont prendre la parole chez nous Mathieu Colette, qui est notre économiste, qui fera un point sur les marchés financiers, et puis les consultants qui travaillent sur le risque de change et qui accompagnent les clients au quotidien sur ces problématiques. Alors, et soulignons et remercions Manitou avec Sylvien Lhomme qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin et qui va venir témoigner de la façon dont tout ça s'est mis en place et la collaboration se passe avec Finance Active. Voilà, merci Patrice. Ce qu'on voulait souligner à DFCG, c'est qu'on pense véritablement que le Brexit et le décrochage de la livre sterling par rapport à l'euro a remis vraiment le risque de change en pleine lumière et en actualité. Alors même que notre environnement macroéconomique était véritablement gouverné par ce que vous avez entendu par le triple zéro, taux d'intérêt nul voire légèrement négatif, inflation voire déflation et croissance zéro, qui était parfois mythique mais qui ne nous intéresse pas trop en ce moment, on a de nombreuses entreprises qui ne se sentaient pas véritablement concernées par le risque de change. Parfois en l'ignorant, parfois en ne mesurant pas bien et en le reportant véritablement dans les dernières lignes de PNL. C'est sûr que la parité euro-sterling, l'annonce du Brexit, un décrochage de 10%, et même ces derniers temps, on a vu flirter aux alentours des 20% quand les rumeurs de hard Brexit commençaient à surgir, fait que les marchés sont extrêmement volatiles, les parités fixes n'existent plus, on a beaucoup d'entreprises qui avaient arrêté plus ou moins parce qu'elles étaient moyennement exposées de se couvrir. En 2014, pensaient que ça ne bougeait plus. Or, en ce moment, véritablement, c'est le sujet pour les directeurs financiers et ça leur permet de se replacer, d'ailleurs, sur leur marché financier. Alors, il ne faut pas oublier que les variations ou les volatilités habituelles des devises, que ce soit le yen, l'US ou la livre sterling, c'est quand même de 10 à 15% sur un horizon d'un an. Donc, on voit tout de suite les incidences pour des entreprises qui sont très marquées à l'international. Alors, très rapidement, on a, pour mémoire, 4 typologies, en fin de compte, de comportement. Le premier cas, c'est se couvrir. Donc, ça va être évoqué assez largement durant les exposés, à la fois des experts et à la fois des praticiens, à travers l'exemple de Manitou. Pourquoi se couvrir? Déjà, on pense que ça coûte cher. Il faut peut-être relativiser les choses. Je pense que tu nous l'évoqueras. Ça minimise les effets de fluctuation des devises sur le résultat. Ça accroît la visibilité sur les flux de trésorerie de futur
Évidemment, dans l'approche du revenu management, ça permet de fixer des prix à l'import et export correctement, et surtout, ça protège la compétitivité de nos entreprises, notamment le temps de s'adapter, parce que derrière des fluctuations de change, il y a évidemment des adaptations commerciales, stratégiques et industrielles à faire. Deuxième cas, c'est en cas de l'impossibilité de se couvrir. Et on va le voir grâce aux équipes de finances actives, il y a véritablement la nécessité de formaliser une politique de gestion des risques de change. Sans politique de risque de change, effectivement, vous allez vous confronter à des difficultés. Et on verra que Manitou cherche à se couvrir, que ce soit sur le rouble russe, le réal brésilien, qui ne sont pas des monnaies très faciles en ce moment, ou la roupie indienne. Mais ne pas se couvrir, c'est aussi ne pas, quelque part, il ne faut pas omettre de se protéger contre ce risque de change. Sinon, c'est du loto ou de la loterie. Donc, dans les exposés qui vont être faits, on verra que la notion de budgéter pour s'auto-assurer constitue vraiment la première méthode de couverture. Et là encore, les outils développés par Finance Active permettent de caper un petit peu ces résultats. Ensuite, réfléchir à tous les problèmes liés au taux de change permet d'en régler quand même une grande partie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une stratégie de change et si vous ne la réfléchissez pas au départ, c'est un problème. En plus, nous verrons qu'il y a toute une série d'instruments à utiliser qui permettent de déterminer la meilleure politique. Et puis l'un des points qu'on évoquera avec Finance Active, c'est qu'on est bien embêté, directeur financier, quand on a un reporting à faire sur ce sujet-là et qu'on doit justifier des choix qu'on a faits pour l'entreprise. Donc l'important, rétroactivement, est d'expliquer ces choix au management avec un reporting bien particulier. Alors, il reste bien sûr d'autres possibilités. C'est bien évidemment de ne pas facturer en euros, mais quelque part, c'est déléguer des risques aussi sur vos clients fournisseurs. Et en tout cas, il faut toujours le rappeler en point de conclusion ou en premier point de conclusion, intégrer des clauses d'indexation dans vos contrats. C'est la première mode de réaction ou de politique de gestion de change. Donc, en conclusion, le risque de change, c'est, de notre point de vue, tout sauf une affaire de financier, mais bien au contraire, elle est devenue un enjeu stratégique de toutes les fonctions d'entreprise, fonctions commerciales, les fonctions d'achat, les fonctions de production. Par contre, formaliser et monitorer bien et sensibiliser les acteurs de l'entreprise des enjeux posés par le risque de change, ça positionne véritablement la direction financière au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, je vais demander à Mathieu Colette, qui est l'expert sur le sujet de change pour Finance Active, de nous faire un point de marché. Mathieu. Merci. Voilà. Merci de cette introduction. Vous avez tout dit ou presque. Je vais pour ma part planter le décor. On va planter le décor ensemble sur les évolutions de marché récentes. En particulier, on va se concentrer sur la livre sterling, comme vous le disiez à l'instant. Vous avez tous en tête que depuis l'abandon du système de change fixe de Bretton Woods, et vous le disiez, bien la volatilité des taux de change et son impact notamment sur les échanges internationaux et de manière plus microéconomique certainement sur les entreprises dont l'activité est soumise aux fluctuations des monnaies, eh bien cette volatilité est un sujet de préoccupation globalement majeur. Et effectivement, j'aurais tendance à dire, le marché des changes est par essence des plus volatiles. On parvient bien souvent à en rationaliser les mouvements a posteriori en mobilisant telle ou telle théorie, telle ou telle approche, mais l'exercice de prévision s'avère, lui, en général, des plus difficiles, car justement, il faudrait savoir a priori et précisément quelle approche ou quelle théorie utiliser. Donc ce que je vais faire avec vous ce matin rapidement, c'est avoir plutôt une approche de l'ordre du descriptif, une approche descriptive, pour regarder ensemble ce qui est aujourd'hui, pour tenter de dire ce qui pourrait être et avancer effectivement dans cette réflexion autour de la gestion du risque de change. Alors, une chose est sûre, c'est que depuis Lehman Brothers, que vous avez sur ce graphique symbolisé avec la barre grisée or, eh bien, on est entré dans une forme de phase nouvelle où l'influence parfois, je la qualifierais même d'exorbitante, des banques centrales de par le monde, et notamment des banques centrales occidentales, est la clé sur tous les marchés, et donc sur le marché des changes. Alors si on regarde ici un historique un petit peu long, pas tant que ça, mais un petit peu quand même, depuis 1990, sur les grandes monnaies avec le Deutsche Mark en lieu et place de l'euro avant 1999 comme de coutume, on constate ensemble d'abord que, eh bien, certes, avant Lehman, avant cette barre, le marché des changes n'était pas de tout repos.
même durant cette période dite de grande modération, c'est la manière dont les grands instituts de conjoncture l'ont qualifié, notamment le tournant des années 2000, où la volatilité macroéconomique semblait derrière nous, eh bien on avait des mouvements de change qui étaient parfois extrêmement violents et extrêmement importants. Mais que ce soit du côté du dollar, de la livre britannique ou du franc suisse, vous voyez ensemble sur ces lignes notamment rouge, or et bleu pour ces trois monnaies, eh bien du côté de ces trois monnaies, on avait des grands cycles qui se dessinaient. On pensait même que le rôle de valeur refuge, souvenez-vous juste avant 2008, les papiers du Fonds monétaire international sur le sujet, eh bien que le rôle de valeur refuge n'existait plus sur une monnaie. Donc on voit clairement, et on le voit notamment, et par exemple sur l'euro-dollar, eh bien des cycles relativement longs qui se dessinaient, avec certes de la volatilité autour de ces cycles, mais des cycles assez longs d'appréciation, dépréciation des monnaies les unes contre les autres. Du côté du yen, sur la courbe violette, avec des fluctuations beaucoup plus importantes, eh bien, la volatilité, elle était là, elle était bien là, avec un rôle de monnaie de carry trade bien connu, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Depuis 2008, et on va commencer justement par le yen, eh bien, depuis 2008, vous voyez que sur le yen, on a globalement seulement, j'aurais envie de dire, 3 cycles. Un premier cycle qui nous emmène à la fin de 2012, début de 2013, un autre cycle qui nous réemmène fin 2015, et puis aujourd'hui, eh bien, un autre cycle à la baisse qui continue. Beaucoup moins de cycles que précédemment. Du côté du franc suisse, eh bien, on a eu des moments de panique depuis 2008, de vrais moments de panique. Vous voyez ces courbes complètement tombées. On se demandait parfois si ce n'était pas des anomalies dans nos Excel ou sur nos écrans. Des moments de panique, mais aussi des moments de très grande stabilité. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Et puis du côté de l'euro-dollar, eh bien, des fluctuations pas forcément plus importantes que par le passé, mais des fluctuations beaucoup plus rapprochées. Vous voyez que les mouvements qu'on connaissait par le passé, eh bien, se font dans des périodes beaucoup plus resserrées. On peut avoir des fluctuations extrêmement violentes dans des historiques de temps beaucoup plus courts. Et je vais revenir tout de suite sur la livre sterling. Eh bien, ici, on a un lien qui est absolument clé avec les politiques monétaires, et ça va être la clé de mon exposé ce matin. Du côté de la livre britannique, eh bien, on a des mouvements récents, et vous l'avez souligné, qui ont été extrêmement rapides, extrêmement violents. Quelques chiffres à la volée. On a une livre sterling qui, contre le dollar, a atteint son plus bas depuis 30 ans. On a eu ce qu'on appelle un flash crash avec une livre sterling qui est passée de 1,26 $ à 1,18 $ en moins de 2 minutes à l'ouverture de marchés asiatiques bien peu liquides. On a eu hier une remontée de 0,5%. Faisant titrer au Financial Times « Sterling rises, yes rises ». Et depuis 2008, eh bien, vous le voyez avec moi, la moyenne des variations quotidiennes qui sont ici indiquées en vert, on a simplement calculé eh bien, la variation quotidienne jour après jour de cotation. Eh bien, la moyenne de ces variations quotidiennes que vous pouvez lire sur la ligne centrale, elle n'est pas forcément beaucoup plus importante. Elle était de l'ordre d'un demi pips avant 2008, elle est de l'ordre de 1 pips aujourd'hui. Mais par contre, on pourrait dire que c'est la volatilité de la volatilité qui est plus importante. Vous voyez que le tunnel à l'intérieur duquel eh bien, les variations quotidiennes évoluent, il est aujourd'hui beaucoup plus important. Donc on a des fluctuations quotidiennes qui, en moyenne, à nouveau, ne sont pas forcément plus importantes, mais qui d'un jour sur l'autre eh bien, peuvent l'être effectivement, avec eh bien, un tunnel qui est d'amplitude de 100 pips depuis 2008, quand il était de l'ordre de 60 précédemment. Alors si on revient à mon point de départ, qui est le lien avec les politiques monétaires, avec des monnaies qui sont plus ou moins volatiles, commençons rapidement et évacuons le sujet du franc suisse peut-être. Globalement, vous voyez que le franc suisse, eh bien, en dehors de ces 2 périodes assurées où on a eu des mouvements extrêmement violents, eh bien, c'est une monnaie qui aujourd'hui est assez peu volatile, qui évolue autour en fait de la cible de la Banque nationale suisse. On a eu 2 mouvements qui sont faits effectivement extrêmement violents, avec l'adoption d'abord du taux plancher à 1,20 par la Banque nationale suisse
avec un objectif explicite de la Banque nationale, puis son abandon surprise en janvier 2015. Désormais, et à coup d'intervention sur le marché des changes, eh bien, le bilan de la Banque nationale suisse est devenu quasiment le bilan d'un fonds spéculatif. On a une Banque nationale suisse qui est devenue le 8e plus grand investisseur au monde en actions, avec aujourd'hui une stabilisation juste en dessous de 1,10. Et vous voyez déjà là que, rien qu'avec cette illustration, on mesure le poids exorbitant des banques centrales sur les marchés financiers et en particulier sur cette monnaie. Du côté de l'euro-dollar, vous constatez avec moi qu'entre la mi-2011 à peu près et globalement début 2014, l'euro-dollar a évolué dans un range relativement large entre 1,20 et 1,40. Puis, durant le premier semestre 2014, on a eu successivement, souvenez-vous-en, l'annonce du tapering de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la réduction de ses achats d'actifs sur les marchés, et puis l'annonce des premières mesures de quantitative easing, d'intervention à l'inverse de la Banque centrale européenne, quasi à quelques mois d'intervalle. Eh bien, notamment ce tapering, cette Banque centrale européenne qui annonce un programme de quantitative easing, eh bien, c'est rentré dans les mentalités entre guillemets que progressivement, c'est pas forcément des choses auxquelles on s'attendait, puisque les banques centrales innovent sans arrêt. Et vous voyez que si on met ces deux annonces entre guillemets, eh bien, on voit bien que ces deux annonces enclenchent le mouvement à la baisse de notre euro contre notre dollar. Depuis lors, eh bien, on a un euro-dollar, certes, qui connaît des fluctuations, mais vous voyez qui, globalement, est plutôt stabilisé et dans un range beaucoup plus étroit que ce qu'on avait entre 2011 et 2014, puisqu'on a un euro-dollar qui évolue globalement dans un range entre 1,05 et 1,15. Alors, ça veut bien dire que déjà sur ces deux illustrations, vous avez ce rôle prépondérant des banques centrales, et sûrement ce qui est le plus important, c'est de leur anticipation. Ce qui va provoquer les mouvements sur les marchés d'échange, c'est le fait d'avoir des mouvements des banques centrales qui soient au départ non anticipés, quelque part comme l'enseigne d'une certaine manière la théorie. Du côté de la livre sterling, que vous avez ici contre le dollar d'un côté et contre l'euro de l'autre, avec deux échelles distinctes, eh bien oui, on a eu effectivement ce Brexit qui n'était pas anticipé et donc qui a provoqué ce mouvement extrêmement violent que j'évoquais tout à l'heure, avec pour l'essentiel aujourd'hui des mouvements sur la livre sterling qui sont globalement pilotés par les anticipations des conséquences de ce Brexit en termes de politique monétaire. Avant ce Brexit, eh bien, la livre britannique, vous le voyez quelque part avec moi sur le graphique, eh bien, la livre britannique, elle était soutenue par le fait que les marchés ont pensé pendant très longtemps que la Banque d'Angleterre serait la première à remonter ses taux directeurs. Souvenez-vous-en aussi, ça a rythmé les marchés pendant un moment, et puis non, ça n'a pas été la première à remonter ses taux directeurs, et elle les a même baissés au cours de l'été. Depuis lors, depuis le Brexit, eh bien, les marchés cherchent un point d'ancrage. Peut-être a-t-il été trouvé hier, avant-hier, avec ce léger mouvement à la hausse, et le cherche dans les déclarations de politique monétaire, même si, effectivement, du côté des déclarations politiques, eh bien, on a plutôt des choses qui vont venir alimenter l'incertitude tant qu'on n'aura pas des échéances claires. On les cherche dans les déclarations de politique monétaire parce que l'incertitude entourant les conséquences et politiques et économiques et financières sont aujourd'hui beaucoup trop importantes pour être suffisamment connues et donc anticipées par les marchés. Et de ce côté, on a une illustration très précise. C'est la déclaration la semaine passée, vendredi, de Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il a indiqué que la Banque d'Angleterre était prête à tolérer un petit peu plus d'inflation, une inflation qui est une inflation importée via la dépréciation de la livre, et qui veut dire que la Banque d'Angleterre est prête à effectivement tolérer une inflation qui pourrait augmenter au-delà de 2% sans agir comme elle l'aurait fait par le passé. En conclusion, et j'espère que le message a été clair, vous voyez que si on doit essayer de rationaliser un petit peu ces mouvements, de se dire qu'on a vraiment ce poids exorbitant aujourd'hui des banques centrales qui font que ce qu'il faudra suivre demain pour essayer d'avoir une idée des évolutions de ces taux de change et pourquoi pas pricer au mieux vos couvertures,
C'est à très court terme, d'ici la fin de l'année, eh bien, tout ce qui va entourer le Brexit et la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. 2, c'est là où les hausses de la Réserve fédérale américaine. On s'attend à une hausse de la Réserve fédérale américaine au mois de décembre. La question sera, si elle vient, est-ce que ça va vraiment enclencher un cycle de hausse? Du côté européen, tout ce qui va entourer la correction de l'inflation à la hausse et les actions de politique monétaire, on a là aussi des messages un peu contradictoires aujourd'hui. Et puis côté japonais, eh bien toujours ces messages autour de la déflation dont le Japon n'arrive pas à sortir. En conclusion, et dans le temps qui m'est imparti, on a des marchés d'échange plus que jamais dominés par les politiques monétaires. Vous me direz, c'était aussi le cas par le passé, mais vraiment aujourd'hui, on a essayé de l'illustrer ensemble. On a bien ces politiques monétaires qui ont ce poids exorbitant et même parfois des attentes exorbitantes de la part des marchés, avec des incertitudes qui sont très grandes, politiques, économiques et financières, et donc des banques centrales qui sont vraiment seules à faire face à cette incertitude extrêmement grande. D'où, et pour introduire le sujet qui vient, eh bien certainement pour l'ensemble d'entre vous, la nécessité de couvrir son risque de change pour faire face à cette volatilité de la volatilité. Merci. Merci Mathieu. Je rappellerai juste au passage que les derniers sondages avant le Brexit donnaient le 47% pour le Brexit et 53% pour le non-Brexit. Je vous rappelle que c'est le même écart de sondage actuellement entre Donald Trump et Hillary Clinton. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont eu des positions un petit peu complexes à tenir au lendemain du Brexit. Je voudrais appeler à la table maintenant Claire Croquet, qui est en charge et consultant manager corporate sector et de finance active, c'est-à-dire c'est Claire, c'est toi qui pilotes complètement cette practice au sein de Finance Active. Et je voudrais appeler également Sylvain Lhomme, qui est directeur financement, trésorerie, crédit de management du groupe Manitou, qui va nous expliquer dans quelle proportion il est exposé au change et comment il a pu trouver des solutions efficaces pour pouvoir se simplifier la vie et peut-être diminuer son stress test quotidien dans ce contexte. Et enfin, Yves Salah, qui est expert également et consultant chez Finance Active, qui a déployé avec Sylvain la solution qui permet à Sylvain de dormir maintenant un peu mieux le soir. Voilà. Merci, vous nous rejoignez. Bonjour à tous. Avant de partager avec vous la façon dont on gère le risque de change chez Manitou, je me permets de vous présenter un peu l'entreprise. Donc Manitou, c'est une ETI, une entreprise industrielle qui aujourd'hui fait bientôt 1,3 milliard de chiffre d'affaires et dont surtout 80% du chiffre d'affaires à l'international. On a une capitalisation à peu plus de 558 millions d'euros de capitalisation et en fait Manitou est une entreprise à la fois familiale, les actionnaires fondateurs sont toujours présents dans le groupe et aussi cotés à la Bourse de Paris. On est présent dans 140 pays, à peu près de pratiquement 3300 collaborateurs. On est à 21 filiales à travers le monde, 9 sites de production, 3 aux États-Unis, un en Italie et les autres en France. On a un groupe de stakeholders important, effectivement, avec 1600 fournisseurs à travers principalement l'Europe, mais également sur d'autres continents. Et on travaille avec un partenariat de 1400 concessionnaires à travers le monde. Voilà, on a un peu plus de 400 modèles. Et donc, au-delà des chiffres, je me suis dit que quelques photos seraient beaucoup plus parlantes pour présenter l'entreprise Manitou. Donc voilà un peu les quelques produits ou quelques belles machines que l'on peut produire. Ici, avec des applications dans la construction, vous pouvez voir une belle machine qui est en train d'intervenir sur l'Elysée. On intervient également dans les domaines de l'agriculture, en particulier de l'élevage, avec un marché important. Et puis, on intervient aussi, on fabrique des machines qui interviennent dans de nombreuses applications, à la fois dans les mines. Vous pouvez en voir une en plein milieu qui change la roue d'un bumper qui doit faire à peu près 4 tonnes, ou d'une nacelle qui est en train de réparer ici, ou de faire la maintenance en tous les cas d'un A400M. Voilà. Voici quelques photos pour présenter le groupe Manitou. Et au-delà de ces chiffres, effectivement, l'aspect du change chez Manitou, comme je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires à l'export, c'est à peu près 80%. Donc on a une répartition, on a en tout cas des ventes faites dans le monde qui sont assez importantes. Et là, je vous ai mis une petite carte à peu près de nos concessionnaires qu'on peut avoir sur l'ensemble de la planète.
On est présent dans la plupart, dans un grand nombre de pays. En termes de... Ah, pardon, excusez-moi. Donc, je parlais un peu plus fort, excusez-moi. Et puis, le risque de change chez Manitou, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, Manitou est passé au fur et à mesure des années d'une entreprise exportatrice, où on est essentiellement en euros dans le monde entier, vers une entreprise de plus en plus, vers un groupe de plus en plus mondial, avec à la fois des clients un peu partout sur la planète, mais aussi des filiales. Et on est rentré pour apporter effectivement une vraie valeur ajoutée à nos clients, de plus en plus à facturer dans les monnaies locales et à s'implanter de façon physique à travers des filiales dans un grand nombre de pays. On a eu un nombre de ventes en chiffre d'affaires, en devises qui est de plus en plus important. C'est le petit graphique que vous pouvez voir en bas. Et sur, on va dire, les 10-15 dernières années, on est passé d'un chiffre d'affaires en devises de 10% jusqu'à à peu près quasiment 45% pour les années actuelles. Et puis surtout, au-delà de cette augmentation du chiffre d'affaires en devises, on traite de plus en plus de devises de plus en plus nombreuses en nombre et de plus en plus exotiques. Et au fur et à mesure des années, et ces dernières années en particulier, on s'est mis à couvrir et à commercialiser, tout simplement parce que la couverture n'est qu'une conséquence de notre activité, à couvrir du rouble, du réal brésilien. Effectivement, on commence à faire un peu de roupie indienne, même si aujourd'hui notre principale exposition est avant tout sur le dollar et la livre sterling. On est de plus en plus confronté, pour apporter de la valeur ajoutée à nos clients, à commercialiser dans des devises de plus en plus exotiques. Voilà. Avant de détailler la façon dont on gère le risque de change chez Manitou, je vais laisser la parole à Claire, qui va expliquer la façon dont on travaille Finance Active. L'autre point que je voudrais exposer avec vous, c'est qu'au fur et à mesure de cette évolution du groupe, la direction financière a acquis de l'expertise aussi au fur et à mesure dans sa gestion du risque de change. Alors, on a travaillé aussi au fur et à mesure des situations très concrètes de manière à pouvoir acquérir et à mettre au-delà de la théorie, de façon très concrète, comment on peut gérer nos risques de change, à la fois que ce soit sur nos achats, nos ventes. Et cette expertise, elle a fait progresser la direction financière dans sa gestion de ce risque-là, à la fois dans les produits de couverture, mais dans sa méthodologie de monitoring, et dans un point qui semble très important, c'est de bien comprendre la naissance des flux et la naissance du risque. Et dans cette évolution d'expertise qu'on a construit au sein du groupe Manitou, on a choisi l'an dernier de commencer à travailler avec Finance Active à travers les produits et les conseils pour poursuivre cette croissance d'expertise et ce savoir-faire. Voilà. Merci. Donc, alors, avec Yves, on va vous présenter le cadre théorique dans un premier temps avant d'aller un peu plus dans la pratique et d'avoir les conseils avisés de Sylvain. Donc, on s'est attaché à diviser la mise en place d'une politique de gestion du risque de change en 4 étapes principales. La première étant de se poser la question « qu'est-ce que je couvre ?» Donc, la première chose, c'est évidemment de définir les besoins et la cartographie des flux ou des risques que vous allez devoir couvrir. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est « comment je le couvre ?» Donc, il faut se poser tout un tas de questions qu'on va aborder ensemble nécessaires à envisager tous les cas de figure et surtout à définir un cadre de gestion que vous allez devoir derrière appliquer. Sauf que pour ce faire, vous aurez un besoin évidemment de suivi. Donc c'est pour ça qu'on va définir des indicateurs et on va vous apporter quelques réponses, on l'espère, sur des axes de suivi et de reporting qui vous permettront de suivre la bonne application de votre gestion du risque. Et enfin, bien évidemment, le début de l'application avant de repasser la parole à Sylvain. Alors, la première étape et la plus importante dans la mise en place de votre politique du risque de change consiste donc à définir celui-ci. Par définition, qu'est-ce qu'on entend? Ça passe donc dans un premier temps par une identification précise, une mesure de ce risque. Donc cette identification consiste donc à typer les risques encourus par l'entreprise. Donc s'agit-il d'un risque transactionnel ou d'un risque translationnel en sens comptable lorsque vous consolidez vos comptes? Dans le cas d'un risque transactionnel, s'agit-il d'un risque transactionnel lié à une opération commerciale, les produits que vous vendez à vos clients, vos achats auprès de vos fournisseurs? S'agit-il d'un risque transactionnel lié à des opérations financières, telles qu'un emprunt en devise, ou encore un risque transactionnel lié à un investissement à l'étranger, les remontées de dividendes liées à cet investissement? Ensuite, il s'agit d'identifier la devise de risque, qui est une étape relativement simple
à faire. Ensuite, les montants, les probabilités de réalisation donc, de vos expositions ainsi que les échéances de celles-ci. Cette étape-là, elle est cruciale dans la mesure où elle vous permettra d'éviter toute surcouverture ou sous-couverture et donc éviter de mauvaises surprises en cas de retournement des marchés. Ensuite, il faut également avoir une bonne maîtrise, une parfaite connaissance des enjeux financiers liés à votre gestion du risque de change. Par exemple, en effet, lorsque vous êtes une entreprise dont les prix sont figés pour une certaine période dans le type de catalogue, l'enjeu de la gestion du risque de change sera donc de garantir votre prix de catalogue ou au mieux de l'optimiser. Et dans ce genre de cas-là, le risque, il apparaît bien avant la facturation, il apparaît au moment de la diffusion du prix. Ensuite, en revanche, vous avez d'autres types d'entreprises dans lesquelles les prix sont fixés contrat par contrat. Et là, l'enjeu de la gestion du risque de change sera de garantir le prix de chaque contrat. Et là, donc, selon que vous êtes dans un cas ou dans l'autre, la gestion du risque de change sera relativement différente. Ensuite, enfin, l'identification et la mesure du risque de change sera donc fonction des différents acteurs, d'un certain nombre d'acteurs au sein de l'entreprise. Ça va de la direction au département d'achat, commercial, production, et ainsi que les différents canaux de remontée de l'information. Donc il convient d'identifier l'ensemble des acteurs qui interviendront, ainsi que tous les process de remontée de l'information, connaître les compétences des différents acteurs. Et donc une fois que ce risque est identifié et mesuré, il convient maintenant de se poser un certain nombre de questions. Léa, ça va vous présenter. Donc, on va parler ici du cadre de gestion. Donc, la première question à se poser, évidemment, c'est quel est l'objectif de gestion? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, selon le type de risque qu'on aura défini, vous allez potentiellement vouloir sécuriser votre marge, mais vous allez aussi vouloir éventuellement faire mieux que les concurrents. Donc, ça va dépendre forcément de votre niveau d'aversion au risque, parce que plus vous voulez faire mieux, forcément, vous allez prendre des risques en contrepartie. Ça va aussi dépendre de votre environnement concurrentiel. Que font les autres? Est-ce qu'ils ont des prix qui sont figés des mois, voire des années à l'avance, ou est-ce qu'ils s'adaptent au marché? Parfois, ça va vous favoriser. En revanche, parfois, ça va vous défavoriser. Donc, il faut vraiment avoir tout le dessin de votre objectif pour pouvoir derrière mettre en place la politique qui y répond parfaitement. La deuxième approche, c'est la partie gestion. Quel est le mode de gestion? Donc là-dessus, on va définir ce mode de gestion qui va dépendre aussi de la granularité. Je m'explique, soit on va partir sur quelque chose qui est budgétaire, donc par exemple un budget annuel, je vais partir sur de la couverture macro, donc je vais pouvoir définir une politique de gestion par rapport à une enveloppe prévisionnelle initiale, ou bien je vais aller dans le détail et aller dans la micro-couverture. Un cas de micro-couverture pourrait être, j'ai un gros contrat de construction à l'étranger, j'ai une maîtrise beaucoup plus fine de mes flux, et donc je vais m'attacher à couvrir exactement les flux qui vont être entrés ou sortis, bien sûr, mais flux par flux. L'approche, elle est totalement différente, selon la certitude ou non des flux, et selon la période de débit ou de crédit, grosso modo, sur vos comptes des devises. L'autre question qui a à se poser, c'est est-ce que je fais de la couverture en netting ou en brut? Netting, c'est je couvre évidemment que le différentiel entre mes achats et mes ventes de devises. Et mon brut, je vais dissocier ma couverture à l'achat de devises et à la vente de devises. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur cette question-là, puisque ça va évidemment dépendre dans un premier temps de les matchings des flux. Est-ce que vous avez un matching parfait entre les flux entrants et les flux sortants? Ça peut être un premier axe de réponse qui plaît dans la faveur du netting, bien sûr. Mais ça va aussi dépendre de la politique que vous voulez mettre en place en parallèle. Est-ce qu'on va utiliser uniquement des termes? Est-ce qu'on va utiliser des produits optionnels? Tout ça, ça va jouer en faveur ou non de la couverture brute. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les questions opérationnelles. Est-ce que vous avez des agios si vous laissez des dollars dormir sur votre compte ou non? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte pour décider d'un mode de gestion et donc pour en définir la granularité. Est-ce que je vais couvrir à l'année, au trimestre, au mois, à la facture? Donc, on peut aller de quelque chose de très global à quelque chose de très fin.
Attention à prendre en compte, bien sûr, le coût de la mise en place des opérations, puisque si vous partez sur une couverture à la facture, donc beaucoup plus systématique, vous allez forcément traiter des volumes d'opérations beaucoup plus importants, et donc vont en découler des marges d'opération minimales appliquées par les banques un peu plus importantes. Donc ça va dépendre des volumes aussi, bien entendu. Une fois qu'on a défini ces 2 premiers points, la troisième chose, ça va être de mettre en place le cadre de gestion et les intervenants. Donc, Yves vous montrez l'importance tout à l'heure d'identifier les acteurs, que ce soit la direction, la trésorerie, la compta, les filiales, les commerciaux. Toutes ces personnes-là, elles vont avoir un rôle majeur dans la mise en place de la politique de gestion, puisqu'il y en a qui vont vous remonter le risque. Et donc, si vous avez une mauvaise information, vous ne serez pas en mesure de respecter la politique de gestion que vous êtes en train de mettre en place. Mais aussi, il faut aussi voir dans la partie opérationnelle que tous les intervenants maîtrisent les produits que vous allez traiter, maîtrisent les besoins en reporting et maîtrisent les processus décisionnels. Parce que si vous avez des blocages au niveau process en interne, pareil, ça va être un frein à la mise en place de la politique de gestion. Ensuite, une fois qu'on a défini tout ce cadre-là, il y a l'application un peu plus quantitative, à savoir les règles de couverture. Donc, dans les règles de couverture, la première chose, c'est qu'est-ce que je me donne comme objectif de pourcentage. Donc, il y a 2 modes. J'ai un flux certain, je vais le couvrir à 100%, j'annule complètement mon risque de change. Attention, en revanche, si j'ai un décalage ou une réduction, une révision de montant. Là, je m'expose à une éventuelle surcouverture. Donc, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Si on part sur de la couverture budgétaire, même principe, on va avoir plusieurs modes. Un que nous, on met en place assez régulièrement puisqu'il correspond souvent à la réalité des choses, ça va être de se dire, plus le flux est rapproché, plus il est probable. Et donc, plus je couvre ce flux futur sur un pourcentage élevé. Globalement, ça va être dans les 3 prochains mois, j'ai X pour X de montant de dollars à acheter ou vendre, je vais les couvrir à 100%. Et puis, plus le temps passe, plus j'ai une incertitude sur le montant, sur la date d'arrivée ou sur d'autres paramètres de mes flux. Et donc, je vais diminuer le montant de couverture. Donc, dans ce cas-là, on va partir sur une politique de gestion avec des pourcentages de couverture décroissants dans le temps. Si on met en place ce genre de cadre de gestion, il faudra bien sûr s'attacher à faire concorder ces règles de gestion avec les périodes de mise en place des opérations. Si vous partez sur quelque chose de trimestriel avec des pourcentages de couverture trimestriels à respecter, forcément, trimestriellement, vous allez devoir revoir la composition de votre portefeuille pour pouvoir respecter les règles de gestion que vous êtes fixées. Dans la même veine, on a la partie instruments de couverture. Quand vous savez qu'est-ce que vous devez couvrir, comment vous allez le couvrir, sur quel montant vous allez couvrir, forcément la question c'est comment on va le couvrir. Donc on a plusieurs types de produits de couverture, du forward classique, tout ce qui est optionnel, donc les options on peut en faire autant qu'on veut, à savoir quelle structure, est-ce que j'en achète, si oui à quel strike, est-ce que j'en vends, donc on part dans éventuellement des tunnels, ça c'est plutôt intéressant pour avoir une maîtrise de son risque tout en pouvant éventuellement profiter d'une amélioration de la devise. Mais au sein même des structures tunnels, on va avoir des options dites à barrière ou même de l'asymétrie. Donc ça, c'est des décisions qui sont importantes de prendre en amont de la mise en place puisqu'elles vont forcément impliquer une formation des opérationnels sur la connaissance de ces produits, une mise en place des reporting et un suivi adéquat. Une fois que vous avez listé tous les instruments qui semblent pertinents au vu de la problématique, on va s'attacher à définir les périodes. Les périodes, j'entends simplement quand est-ce que je traite. Si je fais une définition budgétaire avec des pourcentages à respecter, forcément, je vais devoir mettre en place une partie de mes opérations au même moment que la définition budgétaire. Et puis ensuite, quand est-ce que je mets des compléments? Est-ce que je me laisse des opportunités d'agir sur des périodes de marché intéressantes? Est-ce que je me mets dans une politique plus systématique à couvrir des flux de façon plus automatique? Ça va dépendre bien sûr des objectifs, mais aussi du temps que vos équipes ont à consacrer au sujet. Parce que s'il y a un besoin de suivi plus dynamique, donc vous avez bien sûr la possibilité d'être accompagné, mais il y a quand même un investissement de temps côté opérationnel puisqu'il faut les traiter, ces opérations.
Et pour finir, la partie comptabilisation. Donc ça va faire le lien évidemment avec la partie reporting. Avant de faire du reporting, il faut pouvoir déterminer de façon très précise et faire bien sûr valider auprès des auditeurs comment vous allez comptabiliser les mark-to-market, quel type de comptabilisation, si vous êtes aux IFRS, vont être appliqués sur vos produits de couverture. Si je couvre à la facture ou au budgétaire, je n'aurai pas du tout les mêmes impacts en PNL. Ça, c'est des choses qu'il faut appréhender selon l'objectif de gestion et selon vos méthodes de comptabilisation actuelles également du sous-jacent. Voilà un peu pour la partie cadre, donc c'est beaucoup de questions. Souvent les réponses sont propres à chaque problématique et même au sein d'une entreprise, selon le type de devise et le mode de fonctionnement, on peut avoir des politiques de gestion qui sont complètement indépendantes. Et maintenant, comment le suivre, une fois qu'on a défini tout ça? Alors, donc, la troisième étape va consister à définir des indicateurs et des reportings de suivi pertinents qui vous permettront donc de suivre et de contrôler votre risque de change. Dans les indicateurs de suivi, on retrouvera par exemple le pourcentage de couverture qui vous donnera une vision de votre position, des positions de couverture par rapport à votre exposition globale. Vous retrouverez un indicateur comme le cours garanti par votre portefeuille, qui est le pire cours que vous permet de garantir votre portefeuille, qu'il faudra éventuellement mettre en parallèle avec votre cours budget afin d'évaluer la performance de vos couvertures, ou encore le montant d'engagement de ces couvertures qui est susceptible d'évoluer, par exemple dans le cas d'instruments de type optionnel comme des tunnels, en fonction de l'exerçabilité d'une option ou pas, le cours d'engagement est susceptible d'évoluer. Et il faudra également, comme je le disais, définir des reportings à des fins non seulement de suivi, de pilotage, mais également de communication interne et externe. Et donc vous aurez des reportings de type suivi opérationnel, où on retrouve vos positions, des reportings, on va dire, d'aide à la décision, qui seront plutôt des reportings d'analyse, de simulation de marché sur votre portefeuille, ou encore des reportings, on va dire, orientés comptables, à la fin de comptabilité de couverture, comme IFRS par exemple. Enfin, au final, l'ensemble de ces éléments, donc ces reportings et ces indicateurs, doivent vous permettre d'avoir une idée de votre niveau de risque et de savoir si vous êtes en phase avec la politique de gestion de risque que vous avez définie au préalable. Et donc, concrètement, comment tout cela est mis en œuvre en pratique, Claire va vous le présenter. C'est le dernier point, l'application. Donc avant de rentrer dans le détail avec Sylvain, simplement quelques points. La première chose, évidemment, c'est de mettre par écrit toutes les réponses que vous avez pu apporter aux questions qu'on a soulevées. Écrire les schémas comptables, avec encore une fois une validation des auditeurs, pour qu'il n'y ait pas de surprise une fois que la politique est lancée, que grosso modo tout roule. La partie formation métier, alors celle-là, elle est assez importante, puisque, encore une fois, quand vous mettez en place une politique de gestion, il faut absolument que l'ensemble des opérationnels qui traitent les produits de couverture les maîtrisent parfaitement. Parce que vous portez quand même le risque opérationnel sur cette partie-là. Et donc, il faut quand même s'attacher à former l'ensemble des utilisateurs aux outils de remontée d'informations, de reporting, de simulation éventuelle, et aussi aux produits financiers qu'ils traitent. Et puis après, on rentre un peu dans le dur du sujet, à savoir... par exemple, définir les cours budget ou les cours de performance qu'on s'est fixés, les niveaux de surveillance ou les niveaux d'intervention si on a une politique avec une partie dynamique qui peut être intéressante. Vous avez sûrement entendu parler des stop-loss, ces poches où je maîtrise mon pire cours, mais rien n'est mis en place tant que le cours de la devise n'a pas touché un niveau que je considère dit d'intervention, puisqu'à partir de ce niveau-là, ça fait mal. Et puis, d'un point de vue pratique, il y a évidemment la discussion avec les partenaires bancaires et les mises en place de lignes, puisque quand vous définissez l'horizon de couverture de votre politique de gestion, il faut forcément que vos lignes bancaires vous le permettent. Et après, on met en place les premières opérations de couverture. Voilà pour la partie théorique. Maintenant, ce qu'on va vous proposer, donc, c'est avec Sylvain un retour un peu plus pratique avant d'aller dans l'outil pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors, de la théorie à la pratique. Effectivement, ce type de méthodologie, on l'a mis en place chez Manitou depuis un certain temps. Et
La réponse que je voudrais faire et que je voudrais partager avec vous, c'est qu'on se pose toutes ces questions-là et que finalement, il n'y a pas une seule réponse. Il y a des réponses. Parce qu'au sein même d'une entreprise, la façon dont on va gérer un cas vis-à-vis d'une devise ne sera pas forcément la même vis-à-vis d'une autre devise. Je vais essayer de prendre des exemples et d'éclairer un peu la méthodologie. En fonction de la situation qu'on peut avoir, on va prendre un cas très concret chez Manitou, la livre, on y vend à peu près 100 millions d'euros de machines sur le Royaume-Uni. Notre principal concurrent est britannique. On n'a pas la même type d'approche sur la livre que sur un autre pays, puisque la flexibilité ou en tout cas l'élasticité des prix du marché sont assez limitées dues à notre situation concurrentielle. Et puis, on est essentiellement en exportation sur ce pays-là. On achète un petit peu, mais donc on a beaucoup de flux importants en exportation avec un marché qui lui, n'a pas d'élasticité. Aux États-Unis, on fabrique et on vend aux États-Unis. Donc finalement, on est plutôt dans une approche où on est quasiment en couverture naturelle, puisqu'on, grosso modo, peu ou prou, on achète et on vend à peu près dans les mêmes devises. On prend une autre devise. En dollars australiens, on a un chiffre d'affaires de alentours de 25 millions d'euros de chiffre de vente en Australie. Tous nos concurrents sont également importateurs. Et donc, on a une élasticité du marché qui est plus proche, puisque si la devise devait se déprécier, nos concurrents vont avoir une approche similaire. Sur le Brésil, on y vend encore très peu de machines. Donc, on est incapable de pouvoir dire on va faire un flux d'une taille significative pour faire avoir une approche macro. Donc on a une approche beaucoup plus micro, quasiment à la machine, sur lequel on va mettre en place nos couvertures. Ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est que quand on rentre dans le concret, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, dans l'approche méthodologique, pouvoir dérouler toute cette méthode, mais en se posant tout un tas de questions vraiment internes et importantes. Comprendre la naissance du risque, ça c'est crucial. Quand est-ce qu'il naît ? Effectivement, pour certains, il n'est pas toujours de la même façon et il peut être multiple. Lorsque l'on va effectivement parler de liste de tarifs, c'est un cas chez nous dans certains pays, le risque naît à partir du moment qu'on a proposé à nos clients un prix dans une devise. Il achètera peut-être pas, il va peut-être acheter dans un mois, il va peut-être acheter dans 3 mois, le temps qu'on livre, ça sera peut-être dans un an, mais le risque naît à partir de ce moment-là. Donc il faut bien calibrer toute la méthodologie pour pouvoir couvrir à partir de la naissance du risque. À l'inverse, un acheteur qui va aller négocier sur des prix en dollars sur un composant, il va peut-être négocier son contrat également un an avant que les composants n'arrivent. Donc il faut comprendre toute la gestion des flux en interne, toute la naissance du risque, comment naît le risque et comment il est établi, de manière à pouvoir collecter l'ensemble de ces informations et puis de mettre en place après les outils qui permettent de couvrir. Et ça, c'est un vrai travail interne, un vrai travail parfois en collaboration avec l'ensemble des acteurs, parce qu'effectivement, on va travailler avec les commerciaux, on va travailler avec les acheteurs, on va travailler avec les contrôleurs financiers des différentes unités. Et c'est important de vraiment bien connaître la naissance de ce risque pour pouvoir le couvrir de façon optimale. La deuxième façon, c'est de le quantifier. Pas facile non plus. Le quantifier parce qu'effectivement, je prenais mon exemple, on va faire une liste de prix, combien on va en vendre. Donc forcément, on va faire des estimations. La réalité, c'est jamais le concret. Donc il faut quand même pouvoir quantifier l'ensemble des flux de manière à pouvoir mettre en place une politique, tout en se gardant une poche pour pouvoir gérer les fluctuations, parce que bien sûr, ça ne sera jamais ce qu'on a couvert. Et quand on fait une couverture, on s'est engagé, et c'est du concret. Si on a vendu $1 million, on a vendu $1 million. Et si on n'en vend pas pour $1 million, on n'a pas vendu pour $1 million. Donc il y a une différence. Et cette quantification peut devenir beaucoup plus complexe quand on travaille avec plusieurs filiales, puisque si on travaille sur une devise qui est traitée par 15 filiales qui ont 15 expositions différentes, pas parfois dans le même sens, il faut revenir complètement appréhender ce risque-là de manière à pouvoir couvrir et puis d'avoir une couverture globale pour le groupe. Voilà, donc c'est pas mal de questions. Toutes ces questions que posait Claire, ce que je veux partager avec vous, c'est que les réponses, elles ne sont pas forcément évidentes et qu'elles sont toujours différentes. Ça, c'est très important. Le troisième élément important, et ça c'est aussi un élément important en interne, c'est qu'est-ce que l'entreprise est prête à prendre comme risque ou à perdre comme opportunité.
sans cette réponse-là, impossible de mettre en place une couverture. Parce que bien sûr, on va toujours nous dire, il faut avoir le meilleur cours au meilleur moment. Ça, je ne sais pas faire. Et personne ne sait faire d'ailleurs. Et donc, quelle est la capacité, quel risque ou quels sont les objectifs de l'entreprise? Et qu'est-ce qu'elle est prête à faire? Et ça, c'est vraiment une décision qui est prise au sein de la direction financière, mais aussi avec toute la direction générale, de manière, voilà, on a un cours, ce cours-là, il est acceptable pour l'entreprise ou il n'est pas acceptable pour l'entreprise. Et ce risque-là, il est acceptable ou il n'est pas acceptable. Et cette perte d'opportunité aussi, parce qu'à partir du moment qu'on a figé quelque chose, on se perd l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une amélioration. Si j'ai figé tous mes cours de vente sur une monnaie pendant un an, c'est figé. Les concurrents, s'ils n'ont pas fait la même chose, ils peuvent bénéficier de l'avantage. Est-ce qu'on est prêt à perdre cette opportunité-là? Et ça, c'est des vraies questions aussi à se poser. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Quel risque on est prêt à prendre? Et puis, on parlait aussi du coût. Quel coût on est prêt à mettre dans notre couverture? D'accord? Il y a des monnaies, aujourd'hui, sur le dollar, se couvrir, ça coûte, ça reste relativement assez bon marché. Il y a des devises un peu émergentes, on parlait du rouble, c'est 10% l'année, quoi. Donc aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à impacter mes prix de 10% pour être sûr que l'année prochaine, ils n'auront pas bougé? Donc est-ce que le pari, ou en tous cas la question, mais ce n'est pas un pari, puisqu'en fait la question doit se poser à l'entreprise, c'est est-ce que je suis prêt à mettre 10% de plus pour fixer mon cours, pour éventuellement ne pas être impacté par une fluctuation qui fera 20%, mais qui fera peut-être 5%, je ne sais pas. Donc ça, c'est une vraie question interne. Voilà. Et en conclusion, voilà, c'est de mon expérience en tous les cas, il faut savoir adapter sa stratégie de couverture. Tout ce qu'on a déroulé auparavant, de pouvoir se poser les bonnes questions, de manière à pouvoir adapter ensuite à la fin, qui n'est finalement qu'une conséquence, les bons outils, le bon suivi, le bon reporting. Mais tant qu'on ne s'est pas posé toutes ces questions auparavant, on ne sait pas mettre en place les produits qui finalement sont des produits techniques, mais qui restent une conséquence de tout un tas de questions internes. Voilà. Je vous donne juste un petit exemple, mais à titre d'information, j'ai pris le dollar australien. Sur le dollar australien, on a fait ce choix-là, mais qui n'est pas le choix qu'on a fait sur d'autres devises. Sur ce choix, on a fait le choix de couvrir nos commandes. Donc au début d'un trimestre, pour prendre un cas très concret, au début d'un trimestre, on va dire à nos commerciaux, on a collecté l'ensemble des forecasts de commandes, donc des prévisions de vente. On va dire aux commerciaux, pendant ce trimestre-là, votre cours pour vendre, c'est tant. Et nous, de l'autre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en place les couvertures adaptées au volume de prévision de vente. Avec des fluctuations de volume, on essaie d'intégrer des stratégies pour prendre en considération des fluctuations de volume. Et on va venir couvrir cette estimation. Et le deal, c'est de dire aux commerciaux, voilà, pendant un trimestre, le cours, vous pouvez vendre, c'est un tel. Il est figé. Et nous, on est en capacité de pouvoir garantir ce cours pendant un trimestre. Et puis un trimestre plus tard, on a fait à peu près le volume qui a été convenu. On redéfinit un nouveau cours et il y a un nouveau cours, cette fois-ci qui est un nouveau cours dit tarif, qui est donné à l'équipe commerciale en disant, voilà, ou à la filiale, ce cours-là, vous pouvez l'utiliser pour faire vos ventes pendant ce trimestre-là. Et on actualise. On a choisi de faire une révision trimestrielle parce que c'est une monnaie, alors un peu moins ces derniers temps, mais qui a connu quand même et qui reconnaît en ce moment des fluctuations importantes. On est dans un cas où effectivement notre marché, comme je l'expliquais, où nos principaux concurrents sont également importateurs sur le marché australien, donc subissent les mêmes conséquences que nous. Il y a une certaine, alors il y a l'élasticité au prix, au niveau commercial, elle n'est pas toujours acceptable, mais en tous les cas, ils auront la même démarche. Donc on est dans une démarche concurrentielle qui est la même. Et puis, en termes de coût, c'est une monnaie qu'on va dire qui est dans un terme de coût de couverture qui est entre les deux. Elle n'est pas super chère, elle n'est pas non plus bon marché. Et couvrir une période plus longue, c'est-à-dire couvrir un an à l'avance, on saurait faire, mais ça aurait un impact sur nos prix qui serait beaucoup trop important, en tous les cas qu'on a estimé trop important pour ne pas le faire. Voilà. Donc sur ce cas-là, on a choisi cet équilibre-là. Ce ne sera pas forcément celui qu'on a choisi sur les autres devises. Je vous parlais tout à l'heure effectivement sur le reais brésilien. Aujourd'hui, on a tellement peu de visibilité sur les ventes qu'on fait sur ce pays qu'on décide de couvrir au fur et à mesure de nos ventes. Voilà, tout simplement. Et comme ça, on est capable de dire au commercial, à la filiale qui est sur place, ce produit-là, il vaut tel cours pour tel deal, et on est capable de l'assurer. Voilà un peu, je vais essayer, alors je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes les méthodologies, de répondre à toutes les questions que Claire et Yves ont posées, parce qu'effectivement, c'est un vrai travail en profondeur qui prend du temps. Ce que je voulais essentiellement partager avec vous, c'est qu'il faut pouvoir est important de bien connaître ses flux et d'être un acteur dans ce cas-là où on partage, parce que finalement dans une entreprise qui fait 45% de son business dans une devise étrangère, ça impacte tout le monde. Les acheteurs, quand ça va mal, ils ne sont pas contents, les vendeurs c'est pareil,
et les contrôleurs financiers encore moins, et la direction générale aussi. Et donc il faut vraiment diffuser cette information-là, être en lien avec ces personnes-là de manière à pouvoir comprendre le business, comprendre les flux, et de pouvoir tout simplement à la fin adapter une stratégie de couverture qui soit en lien avec l'activité, qui soit en lien avec l'entreprise et qui soit en lien avec son marché. Merci. On n'a pas voulu faire trop long sur la présentation de l'outil, mais vous voyez derrière ce dernier graphe que le mécanisme d'alerte, d'ailleurs je crois que pour le directeur financier qui reçoit des mails par avalanche entière, il y a aussi des alertes SMS dans l'application. Finalement, c'est ce que je disais à Delphine Ernotte il y a quelques mois, quand elle était encore chez Orange, qui nous parlait de révolution digitale. Je dis la seule façon de vous joindre, c'est de vous envoyer un SMS. Elle a bien dû le concéder. Donc il y a aussi ces dispositifs. Je pense que ce dernier graphe est peut-être le plus intéressant parce que c'est celui qui vous alerte, vous, directeur financier, parce que vous savez que quelque part tout le travail a été fait en amont par votre directeur du financement et qu'il vous garantit quelque part d'avoir une visibilité immédiate sur vos niveaux d'exposition. Je me retourne vers vous pour savoir si vous avez un certain nombre de questions à travers notre collège d'experts. Ne vous bousculez pas. Vous n'avez pas été assommé par les problématiques de change. C'est-à-dire que vous dormez bien la nuit. Je ne sais pas, chez LVMH, on dort bien la nuit sur les problèmes de change. Moi, j'ai quand même une question à poser à Sylvain. Sylvain, on a parlé de court budget, on a vu que c'était la pierre angulaire de toute politique de change. Est-ce qu'il y a un seul court budget chez Manitou? Qu'est-ce qu'on entend derrière le mode budget? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, c'est une question de sémantique et de définition. Il y a un court budget par devise, effectivement, mais il y a encore quelques années, on avait tendance à mettre tout dans le court budget. Et donc, on a beaucoup travaillé en interne pour appeler un chat un chat. Et un court budget, ça va servir à faire le budget. Parce que là, c'est logique. Mais ce n'est pas forcément le cours des couvertures, ce n'est pas forcément le cours du tarif, ce n'est pas forcément le cours de la conso. Et ça a été un travail, dans tous les cas, de clarification, de dire on va faire un court budget pour une devise et ça sera pour faire le budget. Et on va définir une règle pour dire est-ce que le court budget, finalement, est-ce qu'il doit être égal à mon cours de couverture? Ah, pas toujours, parce que tout à l'heure, on l'a vu dans le cas du dollar australien, quand mon coût de couverture change tous les trimestres, on ne peut pas en définir un seul. Et donc, on a fait ce travail-là de manière à pouvoir définir pour chaque devise quelle est, et pour chaque devise et pour chaque définition, qu'est-ce qu'on met en face. Et dans certains cas, le court budget, c'est vraiment le cours de couverture. Mais quand on dit ça, ça veut dire que ce n'est pas le court budget qui définit le cours de la couverture, c'est l'inverse. D'abord, on va faire la couverture, et une fois qu'on a fini la couverture, on est capable de définir un court budget. Voilà. Et donc, il y a un court budget, pour répondre à votre question, il y a un court budget par devise qui est défini, qui sert à faire l'exercice budgétaire. En revanche, la façon de le définir peut être une fois de plus différente en fonction des devises, parce qu'on n'a pas la même approche en fonction des devises. Voilà. Et ce travail de sémantique et de clarification, une fois de plus, a permis de travailler avec l'ensemble des intervenants dans l'entreprise en disant, bah voilà, les vendeurs, ce qu'ils ont, enfin en tous les cas, ce qu'ils ont besoin, la partie commerciale, c'est d'avoir un court tarif parce que eux, ça leur parle. Les acheteurs également. Mais quand on va travailler contre les contrôleurs budgétaires, le court budget, c'est quand même une référence, quoi. Donc le fait d'avoir clarifié ce sujet-là et de dire voilà ce que c'est et comment on le détermine, et tout ça effectivement a été validé en interne et avec l'ensemble des participants, permet de clarifier le sujet et de dire clairement d'appeler chaque chose et de ne pas confondre, ce qui parfois a pu être le cas. Et donc cet élément, dans tous les cas, clarification est assez important. Une fois de plus, c'est un travail interne qui a des conséquences opérationnelles par la suite, mais avant tout, le travail interne est excessivement structurant. On retourne une nouvelle fois vers la salle. Toujours pas de questions. Moi, j'ai un petit élément quand même. Manitou, c'est une entreprise familiale. Donc, elle ne vous a pas attendu pour piloter sa problématique de change. Est-ce que les fondateurs historiques, est-ce que le management, est-ce que les comités d'audit viennent souvent vous harceler, vous travailler pour débriefer les positions, pour vérifier exactement comment étaient constitués les gains et pertes de change dans le compte de résultat? Alors oui, bien sûr, on a justifié, c'est logique. Manitou n'a pas attendu, et puis n'a pas attendu non plus qu'on détermine tout le travail qu'on a pu commencer à faire aussi avec Finance Active. Comme je vous l'expliquais au départ, c'est une évolution naturelle du groupe et de sa direction financière et de sa direction de trésorerie également. Au fur et à mesure, on est venu structurer
et à la fois les méthodologies, structurer les outils, structurer les façons de travailler. Et donc il y a eu une évolution naturelle et progressive dans l'expertise, dans la maîtrise de ces flux. Et effectivement, le groupe a été très tôt exportateur, du moins en dehors de la France, et de plus en plus à l'international. Et il y a une vraie culture, en tous les cas, de l'international. Et donc, effectivement, on a à la fois, à terme de reporting, un certain nombre d'éléments à justifier, ou en tous les cas à présenter en termes de couverture. Mais une fois de plus, pour moi, le travail il est en amont. C'est-à-dire que définir une stratégie, elle doit être définie et acceptée par l'ensemble des participants, et en particulier par la direction générale. Et c'est vrai que quand on présente la façon de travailler sur telle ou telle devise, on se met d'accord avec la direction générale pour dire effectivement on va travailler sur cette devise-là de cette façon-là. Et pour répondre à la question qu'on disait effectivement tout à l'heure, est-ce que c'est un risque ou en tous les cas un enjeu que l'entreprise est prête ou n'est pas prête à prendre? Et ça, cette décision-là, elle est forcément de la direction générale. Et c'est pour ça qu'on partage très en amont. Et finalement, après avoir partagé cette stratégie et cette façon de travailler, on met en œuvre et on a justifié bien sûr de la mise en œuvre. Et puis bien sûr, on a le comité d'audit qui passe de temps en temps pour qu'on puisse s'assurer que ce que l'on fait et ce qu'on a dit en tous les cas est fait. C'est un autre intérêt des best practices qu'on a vu ce matin, parce que vous avez tous vécu le fait qu'on vient vous voir uniquement dans le cas de perte de change. On ne vient jamais vous voir pour expliquer des gains de change. Hein. J'ai rarement vu des satisfaits là-dessus, et ça permet quand même au DAF d'avoir des éléments de réponse quand les questions arrivent, que ce soit à travers celles des auditeurs, mais plus directement celles du management du comité d'audit. Il y a une question dans la salle, je vous donne mon micro. Pour les on va parler de grosses entreprises, assez importantes. Aujourd'hui, il y a un tissu industriel. Aujourd'hui, il y a un tissu industriel qui est plutôt de start-up, en fait, intéressantes, qui ont immédiatement, et elles le doivent, avoir accès au marché international. Donc, elles se trouvent exposées à un risque de change. Mais le chiffre d'affaires qu'elles génèrent dans les premiers mois, les premières années, est en général extrêmement faible. C'est du 50 000 euros, c'est du 100 000 euros, quoi. Alors, comment peuvent-elles, elles, se couvrir? Parce que faire un flop sur une vente en Angleterre avec un Brexit, ça peut remettre en question la stabilité et la rentabilité de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des outils spéciaux que vous avez développés aujourd'hui qui sont des trucs peut-être out of the shelf qu'on peut prendre pour appliquer à des PME? Parce que ça, ce sont des techniques qu'on connaît et qui sont extrêmement lourdes quand même et chères. Alors, je peux répondre dans un premier temps, puis laisser la parole à Finance Active par la suite. Effectivement, il faut avancer avec... Enfin, chaque entreprise avance avec son niveau d'expertise et ses outils. Faire une couverture de change, à partir de les banques acceptent de pouvoir faire des couvertures de change à partir de 50 000 euros. C'est quelque chose qui se traite au niveau des banques. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. En tous les cas, c'est pas la taille, en tous les cas. Ça nous arrive même, nous, de faire des couvertures de cette taille-là pour des micro-sujets. Et donc, c'est des choses qui se traitent en tous les cas avec les établissements bancaires. Donc, c'est faisable. Et effectivement, je pense que, pour essayer de répondre à votre question, je pense qu'il faut adapter les produits à sa capacité à pouvoir les gérer. Ça, c'est indispensable. Comme c'est du bon sens, quoi. On ne fait bien que ce qu'on sait faire. Voilà. Donc, soit il faut se faire accompagner, effectivement, sur un sujet en disant, sur ce produit-là, sur ce deal-là, étant donné, une fois de plus, ce qu'on a partagé ensemble avant, les caractéristiques peuvent être très différentes, quoi. Donc sur ce deal-là, je pense que ce produit-là peut être adapté. Et puis, ne faites que ce que vous comprenez, ça c'est clair. Si on est dans un cadre, effectivement, où vous avez une vente faite en Angleterre pour 50 000 livres, et que vous êtes sûr de la vente, que vous êtes sûr à peu près du moment où vous allez payer, vous faites un produit de terme basique, voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait dans la grande majorité de nos produits. On fait des choses basiques, d'accord, qui appellent quelque chose de sûr. Et c'est tout à fait, c'est compréhensible dans la mise en œuvre, compréhensible effectivement dans la gestion et adapté. Après, si vous êtes sur un appel d'offres, c'est plus compliqué. Un appel d'offres où il faut pouvoir répondre, fixer un cours, dans lequel cas vous n'êtes pas sûr des flux, les réponses peuvent être différentes. Mais je pense qu'en tous les cas, Finance Active travaille plus avec des startups, donc on pourra répondre certainement de façon plus explicite que moi, mais en tous les cas, les produits existent. Et on peut avoir des quantums. Alors, si demain on doit faire des trucs en milliers d'euros, je ne suis pas sûr que les banques traitent. Mais en quelques dizaines de milliers d'euros, oui, elles traitent et elles savent faire. Après, effectivement,
Dans les établissements bancaires, ça peut être un peu lourd de mettre en place, si on n'a jamais fait de couverture de change, entre toutes les autorisations qu'il faut mettre en place, tous les documents qu'on vous fait signer, ça peut être particulièrement lourd pour faire une opération. Bon, mais ça c'est un autre problème. En tout cas, ça n'empêche pas de compter. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, simplement juste pour compléter, il y a simplement aussi à prendre en compte la partie aversion au risque et ça c'est quelque chose de très important. Si vous êtes certain du flux, il faut complètement faire un forward, il n'y a pas vraiment de sujet. Si vous êtes sur un appel d'offres, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque que les prix évoluent? Est-ce que vous êtes prêt à dégrader votre prix du montant de la prime de l'option? Parce que vous pouvez acheter une assurance sur le marché qui va vous coûter forcément cher. Est-ce que vous êtes prêt à être moins concurrentiel que les autres, mais dans ce cas-là, être serein sur le prix que vous annoncez? Tout ça, c'est des questions que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais qu'il faut se poser et effectivement, c'est encore une décision d'aversion au risque et interne une fois qu'on a toutes les possibilités effectivement en face. Mais ça se fait, bien sûr. Et moi, je peux parler juste de l'expérience de Finance Active, parce que nous, on a été très vite à l'international, en start-up. On a démarré en 2006, ça s'est accéléré après en 2011, où on a gagné des énormes contrats en Scandinavie. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'affaires à Londres. Donc, c'est vrai que Finance Active, très vite, en jeune société, s'est retrouvé exposé au risque de change, et on a dû gérer cette problématique. Alors, on n'a pas mis effectivement des produits optionnels, mais on a fait des méthodes qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire avec des produits classiques et puis lisser dans le temps pour rouler les couvertures et essayer d'optimiser, de bien gérer ces contrats-là. Ça, c'est sûr qu'on s'est préoccupé de ça assez tôt dans notre développement. Vous avez raison de le souligner. Patrice, justement, il y a aujourd'hui un certain nombre de PME industrielles ou commerciales qui utilisent ce type de produit, on va dire ce qui intéresse un petit peu les membres de la DFCG, c'est-à-dire des tailles d'entreprise qui sont à peu près aux alentours de 50 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires? Les conseils, oui, ça c'est sûr. On travaille avec des PME qui sont peut-être moins friandes de plateformes, mais en tout cas très friandes de conseils pour qu'on les aide à mettre en place une politique de gestion du risque de change. Parce que en fait, la croissance en France, elle escalait. Et donc, assez vite, les PME se tournent vers l'international. On a même des fonds d'investissement qui viennent nous voir pour nous dire, voilà, moi j'ai telle et telle entreprise dans mon portefeuille, avec lequel je travaille, et on les incite à partir à l'international. Est-ce que vous pouvez les aider dans ce cadre-là à faire que tous les efforts commerciaux ne soient pas annihilés par des pertes de change derrière. Donc c'est quelque chose qui m'a surpris, qui est peut-être un peu moins vrai sur les autres métiers qu'on fait de dette ou de garantie. En tout cas, sur le risque de change, ce qui m'a surpris, c'est que ça arrive assez tôt dans le développement de l'entreprise. Je pense que ça répond partiellement à la question, ou totalement même. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que je passe aux remerciements? Alors, moi, je voudrais remercier Finance Active de nous avoir accueillis, évidemment, et de nous avoir présenté ces solutions. Je voudrais remercier Manitou et Sylvain, parce que c'est jamais très facile d'aborder ces sujets-là et de dire avec une certaine humilité que une politique de change, c'est pas un jackpot, c'est pas une loterie, et c'est quelque chose de très rationnel et très établi. Ensuite, moi, au titre de la DFCG, je voudrais bien tous vous retrouver au Financium qui aura lieu au début décembre prochain, dans la mesure où Financium va être tourné effectivement sur ces sujets d'international au sens large, et notamment sur ces notions de change. Voilà, je vous remercie d'être venus. Je remercie à nos internautes de s'être connectés et d'avoir resté. J'espère que la connexion en termes de son aura été de bonne qualité. Et je vous invite à suivre les différents événements de la DFCG sur le site dfcg.com. Merci à tous et merci à nos intervenants et nos hôtes.